Bona tarda a tots. Anem a començar doncs, la conferència d'avui. Avui tenim algú de casa. Tenim el Bernat Debó, que és el marit de la Gina de Calcall. Amb aquesta informació ja podeu saber que ell és una persona molt interessada en la natura, és doctor en ecologia per la Universitat de Grenoble i el CNRS de Toulouse. Va fer la tesi doctoral sobre la transició climàtica i la fitogeografia als Pirineus, de l'Alpí a l'Oroatlàntic, i és una persona molt interessada en la natura com a caminador, com a fotògraf i com a expert en ecologia i en natura i clima i geografia. Per tant, ell va estar a l'Oficina Nacional de la Fauna Salvatge per la caracterització dels biotops del gall fer als Pirineus. Va gestionar-hi de la reserva de Marais de la Bourg i va estar a la funció pública com a director dels espais públics de la vila de Montpellier i director dels serveis de medi ambient i transports de Montpellier Mediterrània Metropole. Ha preparat un PowerPoint amb una profusió d'imatges maquíssimes i gairebé sense més li demanarem al professor Debó que ens expliqui tot això que ha preparat per nosaltres. Moltes gràcies a tots per ser aquí. Merci. C'est bon pour le micro? Voilà. Merci. Alors, tout d'abord, je voudrais bien m'excuser des fautes en catalan que j'ai pu faire sur les diapositives. On arrive à traduire assez bien des fois, mais bon, je ne suis pas sûr que ce soit les bons termes à chaque fois. Alors ce soir, je vous propose des balades botaniques, j'ai appelé ça des balades botaniques, sur Canillo, Ancam et Ordino, parce qu'en fait, dans ces trois communes, on trouve des formations végétales, on trouve une végétation très particulière, ce qu'on appelle les végétations de haute altitude. Et ces végétations sont conditionnées par des facteurs particuliers, bien entendu le climat, bien entendu l'altitude elle-même, et puis d'autres facteurs qu'on prend moins en compte, qui sont ce qu'on appelle la chorologie, c'est d'où viennent les plantes, comment elles sont arrivées à l'endroit où vous les trouvez. Tout d'abord, je voudrais aussi rappeler que la flore d'Andorre a été étudiée depuis très longtemps. Les premières excursions botaniques, ça doit dater des années 1700, parce que en fait, les gens étaient attirés par le caractère particulier des Pyrénées-Orientales. Actuellement, ces études continuent puisque le gouvernement d'Andorre, grâce au Centre d'études de la neige et de la montagne, fait des publications assez intéressantes, notamment sur la végétation et sur les associations végétales. Et puis, avec le développement d'Internet, on trouve énormément de ce qu'on appelle de flore en ligne, c'est-à-dire sur Internet, qui permettent quand même de déterminer assez facilement certaines espèces. Alors, je dis assez facilement parce qu'il y a beaucoup de pièges. Moi, ce qui va m'intéresser ce soir, c'est mon approche d'écologiste, d'écologue, si l'on peut dire, pour vous montrer qu'en fait, pour les randonneurs, pour les gens qui pratiquent la montagne, pour les intéresser aux différents milieux qu'ils traversent, et puis aux espèces caractéristiques de ces milieux, en décrivant en fait pourquoi ces milieux évoluent et comment ils évoluent. C'est une particularité. Donc je ne vous ferai pas un cours de botanique, c'est trop spécialisé. Alors, parmi toutes les balades botaniques que je pourrais vous proposer, j'en ai sélectionné 4, parce qu'autrement on pourrait passer largement plus que la soirée. Alors, on va commencer par Casamagne, parce que c'est une montagne de roches carbonatées, calcaires, et c'est une rareté, j'allais dire, dans les Pyrénées-Orientales, qui sont plutôt granitiques ou schisteuses. Et vous verrez que la végétation de cette montagne, qui apparaît un peu pelée,
pas intéressante et très très intéressante, très très particulière. On ira ensuite sur le Ciscaro, parce que le Ciscaro présente un marais d'altitude très vaste, très intéressant, et qui malheureusement est en train d'évoluer parce que vous verrez que l'assèchement induit des changements. La troisième balade que je peux vous proposer, c'est en partant de la Coma de Ronsol, monter sur le col des Ménères, col dans cette montée qui a abrité des anciennes mines de fer. Et vous verrez qu'il y a une végétation un peu particulière qui s'est adaptée à ces terrils, ce qu'on appelle aux roches qui ont été extraites de ces mines. Puis on débouchera sur la vallée de Sortaigne, qui est un espace protégé, qui est très vaste et qui est très renommé. On va finir par le cirque des Pessons, parce que c'est un cirque glaciaire granitique qui présente un peu l'opposé de Casamagne par rapport à la végétation. Et tout d'abord, je suis obligé de vous faire une petite introduction sur les conditions écologiques qui régissent la répartition des végétaux. Autrement, on ne va pas comprendre pourquoi ils sont là. Alors, tout le monde a entendu parler de ce qu'on appelle les fameux étages de végétation, avec une zonation un peu altitudinale. On part de zones, j'allais dire, humanisées par les trucs, ce qu'on appelle l'étage collinéen, qui est un étage avec des plantes à feuilles qui est non persistantes, qui perdent leurs feuilles. C'est le charme, le hêtre. On passe dans l'étage montagnard, logiquement, avec un mélange d'essences qui ont des feuilles avec un mélange de résineux. Et plus on monte, plus on a des résineux. Alors ça, c'est un schéma très théorique qui est enseigné, j'allais dire, dans les écoles ou dans les universités. Il se trouve qu'en Andorre, on n'a pas tout à fait la même chose. Alors je vais faire très très rapidement. La partie sud de l'Andorre est conditionnée par une influence qui vient de la vallée du Sègre et de la vallée de l'Erdre. Et donc on a des remontées, ce qu'on appelle oro-méditerranéennes. Alors oro, c'est la montagne, c'est donc des adaptations des plantes méditerranéennes à la montagne. On le voit très bien sur toute la partie basse du Valira, au-dessus de San Julià. Au-dessus, à la place de l'étage montagnard, ici, on a une dominance du pin sylvestre. Le pin sylvestre, c'est le pyrrhoï, qui a une particularité, c'est qu'il pousse sur les deux types de versants aussi bien, et c'est la végétation qui pousse sous le manteau forestier qui va déterminer les différentes associations. Puis au-dessus, il ne reste qu'une seule espèce, c'est le pin négré, qui est présent dans les Pyrénées occidentales et qui est majoritaire en Andorre. Alors ce pin accroché, on verra, je le décrirai un peu plus tout à l'heure, il joue un rôle fondamental dans l'espace subalpin. Et ce qui va être intéressant pour vous montrer, oui, on est déjà dans la diapositive, non, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, je suis là. Ce qui va être intéressant à vous montrer, c'est en fait la répartition de la forêt et l'évolution de la forêt. On a une vision un peu statique, figée du monde forestier. Quand vous voyez des paysages, vous avez l'impression qu'ils ont toujours existé. Je vais insister pour vous dire que tout ça, c'est dynamique. Juste sur la partie gauche du slide, de la diapositive, vous voyez qu'en fait, cet étagement altitudinal, il est essentiellement conditionné par la température. C'est le facteur le plus marquant en montagne. Alors, pour vous donner quelques idées, à chaque fois que vous montez 100 mètres en altitude, vous perdez 0,6 degrés, 1 demi-degré de température moyenne annuelle. Alors vous me direz, c'est pas beaucoup, on ne s'en rend pas compte, et ainsi de suite, mais au bout de 1000 mètres, ça fait beaucoup de degrés. Et j'insisterai parallèlement à cette élévation de température, à cette diminution de la température, vous avez une diminution de la période de végétation, c'est-à-dire la période où les végétaux peuvent se développer, faire une croissance, fleurir, faire les graines, ainsi de suite. Et plus on monte, plus elle est limitée. Et pour vous donner encore un ordre d'idée, on perd à peu près, par période de 100 mètres, 7 jours de période de végétation. Donc c'est énorme, l'influence de l'altitude sur la végétation est primordiale. Les pluies et les précipitations évoluent un peu aussi pareil
plus on monte, plus généralement les pluies sont importantes. Ça, c'est ce qu'on appelle un phénomène orographique qui est lié à la densité de l'air et le taux d'humidité dans l'air. Mais pour vous donner encore un ordre d'idée, à 3000 mètres, 80% ou 90% des précipitations sont sous forme de neige. Donc vous voyez que les végétaux sont obligés de s'adapter à plein de conditions, notamment climatiques. Alors je fais juste un aparté en vous disant que s'il y avait un réchauffement lié au réchauffement climatique de 2,5 degrés, ce qui est malheureusement la probabilité, vous faites le calcul, et d'ici la fin du siècle, tout aura monté de plus de 500 mètres. Donc la végétation, mais aussi les pistes de ski et tout le reste. Donc en montagne, c'est la température le facteur le plus limitant. Alors un autre facteur qui m'intéresse, qui me passionne, je vous ai parlé des taches de végétation, donc ça faisait des belles strates, et ainsi de suite. Mais ce n'est pas du tout comme ça, l'écologie. Là, on s'aperçoit qu'à la réalité, vous avez un passage... Oh, pardon, décidément, je ne suis pas très doué sur... Je vais le faire à la main. Vous avez un passage entre une forêt fermée, c'est parce que j'ai dit les milieux fermés, un peu ce qu'on appelle homéostasique, c'est l'air tamponné. Et puis, plus vous montez, plus c'est clairsemé. Et puis... dans les zones les plus élevées, les pins accrochés vont se localiser sur certaines parties. En fait, c'est les parties les moins enneigées, parce que s'il y a plein de neige et ainsi de suite, les plantules ne vont pas pouvoir se développer. Donc en fait, vous avez une distribution de la végétation, des arbres, pour l'instant, qui n'est pas anodine, qui est très liée aux facteurs de l'environnement. Et si on voyait cette même photo il y a 50 ans, 100 ans, au-delà, il n'y avait pas les photos, donc c'est pas le truc, on verrait qu'il n'y avait pas d'arbres. Parce que la pression humaine, notamment le pastoralisme, faisait qu'il n'y avait pas d'arbres. Il y a un autre facteur que je vous expliquerai, qui est aussi particulier à l'Andorre, sur la présence des arbres. Alors, la réponse de la végétation, un peu les fonctions, je vous ai parlé de la température, mais il y a d'autres facteurs qui vont jouer, qu'on va essayer de voir. Dans les facteurs, ce qu'on appelle abiotiques, c'est-à-dire climatiques, on voit la température, mais la lumière joue énormément aussi, notamment les radiations lumineuses, parce que les radiations UV. On va voir ici que la température, le type de structure et le type de sol jouent énormément aussi sur la répartition des végétaux, qui sont obligés de s'adapter aux sols de montagne qui sont la plupart du temps mouvants, c'est-à-dire qu'ils ont tendance à descendre sur la pente. Et puis, il y a quelques cas particuliers de compétition interspécifique, c'est-à-dire que les plantes, pour s'implanter, sont en compétition entre elles pour occuper l'espace. Donc, les autres facteurs sont moins importants pour ce soir. Oui. Alors, on commence pour l'adaptation aux températures. C'est ce qu'on appelle le silène-à-caules. C'est une petite plante qu'on retrouve assez facilement en montagne, qui présente des jolies fleurs roses, en petits tapis, ce qu'on appelle des coussinets. C'est une forme un peu particulière. Et puis, avec des feuilles très petites, pas larges et assez charnues. Cette plante qui est, somme toute, un peu banale que l'on rencontre, ça ressemble à c'est de la famille de l'œillet, ainsi de suite, résiste à des températures de moins 50 degrés. C'est une adaptation très très particulière. En fait, l'intérieur de la plante, par sa forme en coussinet, fait qu'elle est déjà plus protégée. Et par la nature, la composition de ces feuilles, fait que la sève, le sucre de ces feuilles, est très concentré en sucre et en protéines, et fait que ça fait une sorte d'antigel comme dans les voitures. Donc ça lui permet de résister à des trucs. Alors, aussi une autre chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a certaines plantes qui sont donc adaptées au froid. Mais cette adaptation, elle n'est pas permanente. Pour les plantes, il leur faut un moment, une certaine durée pour s'adapter au froid. Si un froid arrive très soudainement, la plante ne peut pas résister, parce que justement, son métabolisme n'a pas eu le temps de fabriquer l'antigel. Et donc, les plantes sont... Ce mécanisme qui fait que la plante va s'adapter aux conditions hivernales, c'est généralement la baisse de la durée du jour. C'est des facteurs génétiques qui sont introduits. Et vous avez des plantes qui sont habituées à fleurir plus tôt au début du printemps ou plus tôt à la fin de l'été, en fonction de cette adaptation. Voilà. Donc, je continue. Vous avez ce qu'on appelle l'adaptation à l'intensité des radiations. Tout le monde sait qu'en montagne, c'est là où on prend le plus de coups de soleil, parce que les radiations sont plus intenses. Et alors, je vous cite deux espèces,
l'une très connue, l'autre un peu moins. La première, c'est ce qu'on appelle la paronique de Capelle, la paronique à feuilles de serpolet. Alors, je suis désolé, les noms, même en français ou en latin, sont toujours un peu compliqués. Pourquoi serpolet? Parce qu'elle a des feuilles qui ressembleraient au serpolet, ne poussent pas du tout à cet endroit. Mais ce qui m'intéresse à vous montrer, c'est ça, c'est ces parties blanches, ainsi de suite, qu'on prend pour des pétales. En fait, ce n'est pas des pétales du tout. C'est ce qu'on appelle des bractées foliaires, c'est des feuilles transformées qui ont pour rôle de protéger la fleur à l'intérieur, qui est toute petite, hein, qui est minuscule, qui fait quelques millimètres de diamètre, et qui en fait rayonne les rayons ultraviolets. C'est une sorte de parasol à l'envers contre les rayons ultraviolets, qui ont un impact, comme vous le savez, très important sur le métabolisme et sur notamment l'ADN des plantes. À côté, gentiane, classique, tout le monde l'a déjà vu, et ainsi de suite. Alors, ce qui est remarquable chez pourquoi je l'ai choisi, d'abord que c'est une plante naine. Les plantes en altitude, elles ne vont pas fabriquer beaucoup de feuilles ou de choses comme ça parce qu'elles n'ont pas le temps et elles n'ont pas beaucoup d'énergie. Donc c'est une plante naine. Mais paradoxalement, il y a une fleur qui est immense par rapport à la taille de la plante. Et ça, c'est une des caractéristiques aussi en altitude, c'est que les plantes vont mettre toute leur énergie à fabriquer les éléments de la reproduction, donc les fleurs, pour avoir une chance de succès de reproduction. Alors cette gentiane, elle est bleue, c'est le bleu gentiane, et ce bleu, ce n'est pas un hasard non plus, c'est que c'est proche de l'ultraviolet, ça réfléchit les ultraviolets. Et puis la prochaine fois que vous en verrez, vous regarderez à l'intérieur de la gentiane, et dans l'intérieur de la gentiane, décidément, c'est même pas moi là qui l'ai fait, dans l'intérieur de la gentiane, vous avez des petites stries vertes et un peu incolores. Et en fait, c'est des pistes d'atterrissage pour les insectes. Ça attire les insectes parce qu'ils sont attirés par cette réflexion des rayons ultraviolets. Donc vous voyez que les plantes ont une certaine, j'allais dire intelligence, c'est pas le terme, mais les capacités d'adaptation sont très très diversifiées. Voilà, on va passer à la suivante, je vais faire comme ça. Alors l'effet du vent, c'est plus classique, hein, ça déforme les... Ah, décidément. Ça... Oui, on va y arriver. Ça déforme les pins. Alors ici, c'est un pin, vous voyez ici, il y a le tronc, et puis les branches sont 5 mètres à côté. C'est le vent qui a fait... ainsi de suite. Alors, outre le fait de la pression éolienne hein, qui déforme les arbres, le vent, surtout en montagne, a un effet sur les bourgeons. C'est que le vent, il véhicule des particules de glace en hiver. Ces particules de glace brûlent les bourgeons et empêchent les plantes de se développer. Je reviens, les fameuses plantes encoussinées sont plus protégées justement à cause de ça. Et puis, dans les arbres, on pense aux pins, aux arbres. Dans montagne, il y a aussi des arbres. Hein. Le saule nain, c'est un arbre. Vous voyez, il y a un tronc. Mais son adaptation, c'est je ne dépasse pas la couche de neige, donc je pousse à plat, qui est aussi une adaptation d'ailleurs à la montagne, les plantes naines, pour rester sous la neige, parce que tout ce qui va dépasser de la neige va être brûlé. Donc vous voyez qu'aussi on a des adaptations intéressantes. Alors, une autre adaptation qui est plus classique, mais qu'on ne retrouve pas forcément qu'en montagne, c'est l'adaptation à la sécheresse. Hein, c'est ce qu'on appelle la xérophilie. Xéro, c'est sec. Et ces deux plantes sont intéressantes pour deux remarques. Déjà parce que une des premières adaptations à la sécheresse, c'est de faire des feuilles bien charnues, qui contiennent beaucoup d'eau, qui sont coriacées, c'est-à-dire que la cuticule de la feuille est épaisse, et qui vont emmagasiner de l'eau. Ça lui fait des réserves. Une autre particularité un peu, mais là qui est qu'en montagne, c'est que la température au niveau du sol est très très importante du fait de la radiation, de la réflexion des roches. Donc ces plantes qui sont naines, qui sont toutes rabougries, elles fabriquent des grandes hampes florales. Alors, la hampe de la joubarde peut faire 5 à 10 cm pour que les fleurs à l'extrémité ne soient pas brûlées par le rayonnement au sol. Et on retrouve la même chose. C'est la saxifrage intermédiaire, qui est une endémique des Pyrénées-Orientales et d'Andorre, très facilement reconnaissable par la hampe un peu lit de vin, hein, ce qu'on appelle en couleur. Mais ce qui m'intéresse à vous montrer, c'est la rosette de fleurs, toujours pareil, hein, des feuilles pas nombreuses, assez petites, parce que ça ne sert à rien de fabriquer des feuilles, ce qui est important, c'est de fabriquer la fleur, et puis qui ont cette particularité, alors là, c'est que c'est certaines saxifrages,
qui est d'excréter les sels calcaires, qui sont en fait toxiques pour les plantes. Donc en fait, quand vous voyez cette saxifrage, sur la feuille, on voit une sorte de poudre blanche. C'est l'extraction du calcaire qui a été faite par son métabolisme. Donc toutes ces adaptations ont fait que les Pyrénées, notamment l'Andorre, contiennent beaucoup d'endémiques. Alors c'est quoi une espèce endémique? C'est une espèce qu'on trouve que dans une certaine région. Et ce qui est intéressant en paléobotanique, c'est de comprendre justement pourquoi ces espèces sont à cet endroit. Alors bon, la plus célèbre, je ne vous la présente pas, c'est l'iris des Pyrénées. Alors petite anecdote, parce que c'est toujours intéressant d'étudier comment ont été déterminées les plantes. C'est le fameux Linné, vous savez, celui qui a fait toute la nomenclature taxonomique, qui était en Suède et qui se faisait envoyer plein de plantes d'herbiers par des gens qui collectionnaient les plantes. Il se trouve que les plantes qui lui ont été envoyées, elles lui ont été envoyées d'Angleterre. Donc il l'a baptisé l'iris d'Angleterre. Mais heureusement, depuis, on l'a appelé l'iris à large feuille, donc on a sauvé. Il ne pousse que dans les Pyrénées. Mais j'aime bien les petites anecdotes comme ça, et ainsi de suite. Alors, pourquoi il y a beaucoup d'endémiques dans les Pyrénées? Ça vient en fait de facteurs climatiques. Le climat des Pyrénées-Orientales, et encore plus celui de l'Andorre, est un peu à l'abri des perturbations océaniques. On prend les orages, les pluies océaniques, mais elles sont quand même atténuées, parce qu'elles sont bloquées quand même par la partie ouest, c'est-à-dire Zancatat et le pic d'Aneto. La barrière entre la frontière, vous le savez tous, il suffit de passer de l'Hospitalet à Ronsol et vous aurez tous compris qu'il y a un changement climatique important. D'un côté, vous avez un versant français humide, froid, et ainsi de suite, et de l'autre côté, plein soleil. Et les influences méditerranéennes ne remontent que par la vallée de l'Ebre, mais on est quand même assez à l'abri des perturbations méditerranéennes qui ont lieu sur la côte catalane ou sur la côte languedocienne, qui sont très importantes, vous savez, les pluies très intenses. On l'a eu en 1983, mais c'est relativement assez rare. Et donc ce taux d'endémisme est lié vraiment à des facteurs climatiques. Alors quelques espèces endémiques, quand même, pour vous montrer quelques plantes, on va passer à l'emblème de la commune de Canillo, le fameux Grandaia, qui a une vertu narcotique. C'est une plante qui a, dans ses composants, là, je ne suis vraiment pas doué avec ça, dans ses composants, a des vertus narcotiques qui étaient utilisées dans le temps. Au milieu, quand même beaucoup plus classique, et ainsi de suite, le fameux lys des Pyrénées, reconnaissable parce qu'il a une couleur jaune et que les autres sont plutôt roses, et ponctué de brun, avec des étamines très saillantes, très colorées. Derrière, vous avez, alors le panical, ça va, c'est bien en catalan, ce qu'on appelle le chardon bleu. C'est pas un chardon. C'est une plante qui est une apiacée, qui est de la famille de la carotte, mais qui, par adaptation pour éviter d'être mangée, broutée, et ainsi de suite, a fait des épines. Donc vous voyez que des fois, on peut se faire induire en erreur par la forme des plantes. Juste après, vous avez ce qu'on appelle l'Erodium glanduleux. On le trouve sur des stations un peu, si vous voulez vraiment en trouver beaucoup, vous montez sur l'Armagne, il y en a beaucoup, qui est aussi une endémique et qui est un géranium facilement reconnaissable parce qu'il a des taches sur les deux pétales supérieurs. Ici, vous avez ce qu'on appelle le sédum de Candolle. Alors pourquoi je vous le cite? Facile, des toutes petites feuilles, pas de tiges pratiquement, des petites feuilles globuleuses et ainsi de suite, bien charnues, qui gardent bien le truc, des fleurs magnifiques, et ainsi de suite. Et puis, deuxième chose, il est dédié à de Candolle, qui est l'inventeur de la géographie botanique. Donc c'est une petite allusion. Derrière, c'est la fameuse Ramondie des Pyrénées. Alors celle-là, elle a une histoire extraordinaire. Ainsi de suite. On ne la trouve pas facilement. Les seuls endroits en Andorre où on peut la trouver, c'est du côté au-dessus de Tristagne, parce que c'est une plante qui est plutôt pyrénéo-occidentale. Elle est plutôt développée dans les Pyrénées occidentales. Alors pourquoi je vous la cite? C'est que sa famille, son genre et son espèce, il n'y a qu'elle. C'est une plante qui date de l'ère tertiaire, c'est-à-dire avant les glaciations, et qui a survécu par adaptation génétique petit à petit pour s'habituer aux conditions
d'altitude. Donc c'est vraiment une espèce, comment ça s'appelle, relicte au sens propre du terme. Voilà. Je continue pour essayer de pas trop vous... On arrive à la première balade quand même. Faut bien quand même qu'on se promène un peu. Alors pourquoi le pic de Casamagne? Déjà parce que c'est la... Comment ça s'appelle? Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est la nature des roches et sa végétation. Pour la majorité des gens, c'est que c'est la balade la plus classique en Andorre, parce qu'on parle du col d'Ordino, et puis on a des points de vue magnifiques. Alors, point de vue vraiment très, 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 très beau, parce que sa situation un peu au milieu à la fin, entre les deux Valira, fait que ça fait un panorama presque sur 360 degrés. Et puis, on a une vue sur la profondeur des vallées qui est exceptionnelle. Donc, c'est d'abord une balade pour se promener. Et puis moi, je vais essayer de vous montrer ce que j'appelais des stations, des zones d'intérêt floristique. Donc on va... Ah, décidément, je suis malhabile. On va démarrer par la forêt de pins accrochés, qui est un peu en ombré. On va arriver sur la zone de transition. Là, je vous en parlais tout à l'heure. Vous savez, c'est ni la forêt ni la lande, c'est un peu entre les deux. S'intéresser au-dessus aux pierriers de roches carbonatées. Et vous verrez que c'est des zones où, généralement, quand on monte à Casamagne, c'est là où on souffre le plus. C'est là où il y a le plus de pentes. C'est pas marrant, c'est même pas très esthétique. Et bien, du niveau floristique, c'est passionnant. Donc, comme quoi. Et puis, on va finir par les crêtes ventées, qui ont des particularités. C'est des plantes qui vivent que dans des infractuosités très particulières. Voilà. Je vous ai mis ça, je trouve ça extraordinaire. C'est la commune d'Ordino qui a mis ce qu'on appelle des estripagèques. Comme emblème à chaque sommet. Et alors, estripagèques, c'était les protections que les gens mettaient sur les fenêtres pour empêcher les gens de rentrer. Et c'est des attrape-vestes, si l'on pourrait dire. Voilà. Donc, on va passer. Voilà. Alors, ce que j'ai appelé la forêt claire de pins accrochés, claire étant ouverte, hein, c'est de trucs. La forêt n'est pas très dense à cet endroit-là. Et on peut voir qu'il y a plusieurs faciès, il y a plusieurs zones qui sont différentes. Alors, bon, si vous démarrez du col d'Ordino, vous verrez qu'il y a beaucoup de plantes assez hautes, ainsi de suite. Le milieu est très ouvert, les pins sont assez espacés. Et en fait, ça a une histoire. Je vais vous la raconter tout à l'heure, ça a une histoire. Et puis on passe dans la zone du sentier classique. La forêt est un peu plus clairiérée. On voit qu'il y a des zones sombres, des zones éclairées, et ainsi de suite. Et la végétation réagit très bien à ça. Et puis quand la forêt est plus, j'allais dire, fermée, plus dense, ben là on trouve la présence du rhododendron et des myrtilles qui peuvent se développer parce que le sol est plus profond. Et là, ça permet à ces plantes de s'installer. Alors vite, petit rappel, alors pain accroché, pas compliqué, parce qu'accroché, en fait, on pourrait penser qu'il est accroché à la roche, et ainsi de suite. Non, les botanistes ont beaucoup d'imagination. Ça vient que sur le cône du pin, juste il y a une petite écaille, et cette écaille a un petit crochet. Donc le pin accroché, c'est parce qu'il a une toute petite écaille ici. Il faut le savoir, mais c'est la particularité des botanistes. Juste après, bon, classique, hein, c'est le sorbier des oiseleurs, qui est, qui pousse un peu dans les zones clairiérées, qu'on ne trouve pas forcément que dans ces milieux. Alors, je vous l'ai mis parce que souvent, quand vous verrez des fleurs, des plantes qui ont des fruits, ben, décidément, hein, des fruits rouges bien appétissants, eh ben, méfiez-vous, généralement, ils sont toxiques. Ça, c'est une des caractéristiques. Donc, vous savez, les gens qui ont l'habitude de sucer les trucs, je ne vous le conseille pas. Voilà. On arrive à quelque chose qui est intéressant, c'est la présence du sapin. Le sapin est relativement rare en Andorre. Il pousse dans des zones où les sols sont profonds, parce que son système racinaire est plutôt vertical. Et puis il aime l'humidité atmosphérique. Et plus le climat évolue, moins il y aura de sapin, quoi. C'est pour vous dire. Au milieu, là, l'usule des bois, parce que c'est la plante caractéristique, s'appelle l'usulophagénion pinus inetae. Et puis derrière, vous montrez les myrtilles. Alors, particularité, à Casamagne, si vous verrez des myrtilles, il n'y a pas de myrtilles. Parce que les myrtilles, elles poussent préférence sur des sols acides et bien exposés à la lumière. Donc là, elles sont développées, mais ce n'est pas l'endroit où elles se reposent le plus facilement. Alors, je vous parlais là des essences des milieux quand vous démarrez dans la forêt. Et en fait, c'est des espèces de milieux ouverts. Alors, je vous les ai mis parce que, somme toute, c'est des plantes qui sont sympathiques à la première vue.
mais seulement la première vue. La fameuse aconite Tulou qu'on distingue de la Tora Blanca parce que son casque est très effilé. Depuis l'âge néolithique, c'est-à-dire cette plante est utilisée pour empoisonner les flèches, pour tuer les animaux. C'est pour ça qu'on l'appelle aconite Tulou. Derrière, vous avez l'aconite de Naples, la Tora Blava, célèbre, hein, il y en a partout dans les champs et ainsi de suite. Alors, son nom en français, c'est l'arsenic végétal. C'est la plante, le végétal, qui est le plus dangereux et le plus toxique. Quelques fragments suffisent à vous faire passer par trépas. La digitale jaune, qui est juste derrière, je vais intéresser madame, est très connue depuis longtemps pour ses propriétés cardiotoniques. Alors, elle est toxique à haute dose et bénéfique à dose intermédiaire. Et tout ça pour vous rappeler quand même que dans la pharmacopée, c'est-à-dire dans la pharmacie très ancienne, hein, qui date du temps des Romains avec Pline, voire des Grecs, les plantes ont une très grande importance. Même encore maintenant, beaucoup de composés chimiques qui sont fabriqués en pharmacie ont pour origine des principes végétaux. Juste derrière, alors c'est le fameux laurier de Saint-Antoine, il n'est pas toxique, hein, vous en trouvez un peu partout. Propriété, il pousse dans les zones très dégagées, généralement, soit quand il y a des arbres qui sont tombés à cause du vent ou qui sont morts, et il forme des zones très 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 denses. On le voit aussi dans des prairies abandonnées. Alors ce qui m'intéresse chez cette espèce, c'est que ces graines, des fois quand le milieu se referme et ainsi de suite, le laurier, lui, va disparaître, on n'en trouve plus. Et en fait, les graines sont capables de regermer 6 à 10 ans après. Il a une capacité de résistance par les graines qui lui fait que c'est un opportuniste, ce qu'on appelle des plantes opportunistes. Il suffit que les conditions redeviennent et hop, elle va se redévelopper. Donc ça aussi particulier, c'est des adaptations très particulières. Alors, si vous avez fait cette balade, vous avez remarqué que la forêt, elle est bien triste, hein. Il y a beaucoup d'arbres morts. Il y a beaucoup de... Alors, ça, c'est plus particulier. Il y a beaucoup de pins qui ont cette forme en crosse. Alors, ce n'est pas parce que les randonneurs, ils ont marché sur le pied de l'arbre. Hein. C'est parce qu'en fait, la neige glisse petit à petit sur la pente et entraîne le sol. Alors, vu que c'est une roche carbonatée, le sol est très faible. Il n'y a pas beaucoup d'humus, hein, ce qu'on appelle. Et en fait, la jeune pousse, elle suit un peu le mouvement de la neige et ça fait une crosse. Donc c'est une adaptation très particulière. Ça prouve que ces forêts ne sont pas dans les meilleures conditions pour se développer. Et puis, alors malheureusement, là, ça devient très fréquent. Vous verrez beaucoup d'arbres morts comme ça, desséchés sur place. On se dit, tiens, c'est la foudre, il faudrait qu'il y ait beaucoup d'orage. Non, c'est la propriété d'un champignon qu'on appelle l'armillaire, qui est malheureusement se répand de plus en plus par les racines des arbres. En fait, ça fait des taches, des zones où vous trouverez beaucoup d'arbres morts. Et ils sont littéralement desséchés sur place. Et ensuite attaqués par les insectes xylophages, hein, ceux qui mangent les insectes. C'est vrai que cette forêt, ça traduit que la forêt n'est pas en bon état. Les conditions stationnelles, c'est-à-dire le sol, les conditions de nutriments du sol sont faibles. Et du coup, vous avez une forêt qui est pas si en bon état. Alors, tout de suite, pour vous rappeler, je le dirai peut-être tout à l'heure, cette forêt, elle a été exploitée pendant très 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 longtemps pour faire du charbon de bois. N'oubliez pas qu'il y avait les forges catalanes et que pour faire tourner les forges, il fallait du charbon de bois. Donc la forêt de Lebac, là, au-dessus du col d'Ordino, en fait, il y a 200 ans, il n'y avait pas de forêt, il y avait quelques îlots de pins et l'essentiel était utilisé pour faire du charbon de bois. Et les zones qui n'étaient pas utilisées pour faire du charbon de bois, il y avait les moutons et les vaches, qui fait qu'il n'y avait pas non plus beaucoup de forêt. Donc j'insiste beaucoup sur ça. L'image que vous voyez quand vous faites une balade botanique ou autre, c'est une image à un instant T où vous êtes. Mais il y a 100 ans, ce n'était pas forcément la même chose. Et dans 100 ans, ça ne sera sûrement pas la même chose. Une autre chose qui est intéressante à voir, c'est la deuxième étape de truc, c'est la transition entre la prairie, la zone de lande et la forêt. Et ça, c'est aussi une particularité en écologie, c'est qu'en fait, c'est ce qu'on appelle des écotones. Vous avez des zones de transition avec l'implantation de certaines espèces.
Alors, le fameux genévrier ginebre que vous trouvez, c'est une espèce qui est en pleine voie d'expansion, parce qu'elle a une particularité de colonisatrice, j'allais dire, de certains espaces qui ont été abandonnés par le pâturage. Le meilleur exemple, c'est quand vous partez de Soldeux et que vous montez sur Gros Roch, sur tout le versant exposé en Soulane, vous verrez, mais c'est incroyable. À chaque fois, tous les ans que je passe, je dis, mais le milieu est en train de se fermer complètement par la présence du genévrier. Je finis juste sur le genévrier, parce qu'il faut faire un peu de botanique quand même de temps en temps. En fait, vous avez un genévrier ici qui a des aiguilles assez fines, des fruits assez gros, puis qui est assez élevé. Celui-là, voilà. Puis vous en avez prostré au sol, ils ont des feuilles très très groupées, très ramassées. Les premiers botanistes ont dit, ben là il y a du genévrier nain, puis là il y a du genévrier commun. Ben, la génétique actuelle montre que c'est la même espèce qui a comment s'appelle son génome, merci Gina, s'exprime de manière différente suivant les conditions stationnelles. Si vous avez beaucoup de rochers et ainsi de suite, ben on va voir le fameux genévrier nain. S'il y a du sol et ainsi de suite, on va avoir l'autre. Mais c'est la même espèce. Et ça, pendant des années, on a cru que c'était des espèces différentes parce qu'on utilisait en fait les critères morpho-anatomiques pour déterminer les plantes. Vous voyez qu'il y a aussi des choses que même chez nous, il faut évoluer. Une autre chose aussi où j'insiste, parce que ainsi de suite, c'est sur ce qu'on appelle la déprise pastorale. Ça, c'est dans les années 80, avec des moutons sur le bord de Casamagne. Même endroit, c'est pris il y a 2 ans. Le truc, on voit que la zone herbacée a recolonisé. Et la majorité des gens que vous pourriez interroger vont dire « Oh là là, les moutons, ils ont tout enlevé, ils ont tout... » Mais moi, je suis en train de vous dire l'inverse. Les moutons, en fait, empêchent le milieu de se fermer, d'être colonisé par des graminées qui ont peu de valeur biologique intéressante, et en fait éliminent, par pression, de compétition interspécifique, éliminent les plantes rares qu'on va voir. Donc, vous voyez, des fois, les schémas mentaux qu'on peut avoir sont différents en fonction du point de vue qu'on a. Eh ben, encore un schéma mental. La montée à Casamagne, c'est casse-pattes, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est pelé, c'est une montagne qui vous paraît aride, elle l'est, et qui paraît pas intéressante à part le point de vue que vous pourrez avoir. Je vais essayer de vous dire que la prochaine fois, si vous y montez, regardez bien au sol et vous verrez des choses très particulières. Donc vous voyez, moi j'aime bien un peu faire les contrastes. Alors, quelques plantes qui sont en compétition pour occuper l'espace. La première, c'est ce qu'on appelle la calune. Alors, les gens l'appellent la bruyère, hein, c'est une calune, qui a une stratégie parce que les racines et les tiges couchées au sol marcotent, c'est-à-dire qu'elles refont des racines, et petit à petit, la touffe s'étend. Et on trouve des individus sur plusieurs dizaines de mètres carrés, c'est le même individu. Il est parti d'un même pied, et puis c'est étendu. Au milieu, je l'ai cité pour exemple, c'est le fameux œillet. Alors, il s'appelle l'œillet de Montpellier, même erreur de détermination. Il a été envoyé à l'INE par un gars de Montpellier. Il a dit œillet de Montpellier. Il n'y en a pas à Montpellier, on ne le trouve qu'en haute montagne. Bon, c'est comme ça. Et alors, je l'ai mis parce que c'est une plante très odoriférante, donc qui attire les insectes. Et puis, les jeunes filles en font des jolis bouquets, donc c'est très, très mignon. Derrière, ici, vous avez deux types de graminées. On voit vraiment que la forme des touffes avec le truc, c'est très serré. Ça ne permet pas forcément la présence des autres espèces. Alors, je vais essayer de revenir quand même parce que je n'avais pas fini. L'hélianthème qui est ici, c'est une plante jaune, très tapissante, avec pareil, naine, petites feuilles, grandes fleurs pour attirer les insectes, et qui a la présence de faire des tapis au sol assez denses. Ici, ce n'est pas une graminée, c'est une cépéracée, je vais passer rapidement. Et puis ici, c'est une petite bugrane, c'est une plante de la famille du pois, ça se reconnaît un peu à la fleur, qui a aussi des propriétés de très tapissantes, les feuilles très serrées, et ainsi de suite. Et toutes ces plantes sont rases. Les plantes à fleurs que vous avez vues ne se développent pas beaucoup. On va passer à 3 espèces très particulières. Celle-là, c'est toujours pareil, hein, c'est des raretés du point de vue botanique. D'abord, ce qu'on appelle le botryche lunaire. Le truc, c'est une fougère. Vous n'avez pas l'habitude de voir des fougères comme ça. Hein. En fait, c'est une fougère qui est, j'allais dire très rare, et vous le verrez pourquoi. Sa forme de la frondaison est en forme de croissant lunaire. C'est pour ça qu'on l'appelle le botryche lunaire. Et la partie fertile de la plante est ici. C'est une plante, pourquoi elle est remarquable? C'est que vous passez des années sans la voir.
En fait, cette plante, elle produit des spores et pas des graines, hein, les fougères. Et ces spores, en fait, mettent des années à germer. Et donc, en fait, il y a des années où vous verrez des botryches, puis il y a des années, généralement, c'est des périodes de 6 à 7 ans, vous n'en voyez pas. Donc, j'étais très content d'être tombé sur une période où on en avait, et ainsi de suite. Mais je ne l'ai pas revu depuis. Ici, vous avez ce qu'on appelle l'anténaire pied de chat. Alors, c'est mignon, le pied de chat, c'est parce que la forme des fleurs rappelle les pattes des chats, où on voit les poils entre je vais perdre le nom. Qui plante aussi très peu de végétation. Oh, mais décidément. Comment ça s'appelle pas très... Oui, on va y arriver. Peu de végétation, pas très développée. Alors encore plus moche, j'allais dire, moins remarquable sur le plan, c'est ce qu'on appelle le Glaflac de Hope. On le voit c'est cette plante-là qui est là. On voit quelques petites inflorescences, plantes velues, et ainsi de suite, et qui est relativement aussi très rare à trouver. Ces 3 espèces sont caractéristiques de ce type de milieu. C'est des crêtes venteuses, enneigées, sur sol carbonaté. Donc ce qu'on appelle les associations végétales. Vous avez une association à Gnafal de Hope. Alors, vous voyez que comme quoi des fois les plantes les plus intéressantes du point de vue écologique ne sont pas celles qui sont les plus visibles. La végétation des pierriers calcaires. Alors là, c'est moins praticable parce que c'est plutôt caillouteux. Alors sur le pic de Casamagne, ce n'est pas des énormes blocs, hein, c'est plutôt des fragments de blocs calcaires. Et entre ces blocs calcaires se développent des plantes qui s'installent en fonction de où il y a eu un peu de terre possible. Une autre caractéristique, c'est que sur Casamagne, ce sont des pierriers fixés. Ils ne bougent pas trop. On verra que sur une autre balade, les pierriers sont mobiles. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir vous montrer comme plante? La plus célèbre, j'allais dire. C'est cette petite campanule qui est un peu chétive, avec des feuilles juste dans les rochers, une corolle qui est très grande quand même par rapport à un truc, toujours bleu pour le rayonnement UV. Alors, je vous les appelle qu'au départ, elle s'appelait la campanule d'Andorre. On ne la trouve que sur le versant de Casamagne. Et quelques stations sur la Sierra des Cadis. C'est une plante qui est un truc. Et quand vous allez sur Casamagne, en été, vous en voyez plein. Donc vous voyez que cette histoire de rareté, c'est pas si simple à analyser. Sur Casamagne, c'est ces conditions stationnelles qui lui sont le plus favorables. C'est là où elle va se développer. Mais les autres trucs, on ne sait pas trop pourquoi. Je passe très rapidement après, parce qu'il faut que je gagne un peu de temps, ce qu'on appelle la lison à feuilles de serpolet. Pourquoi je voulais citer, c'est que c'est une plante qu'on trouve sur le bord de la mer Méditerranée. On me dirait, qu'est-ce qu'elle fait à 2400 mètres d'altitude? En fait, c'est une plante xérophile qui est habituée à la sécheresse. Et elle va retrouver des conditions de sécheresse identiques sur cette zone. Donc vous voyez que des fois, la biogéographie, c'est compliqué. On arrive sur le cécélinin, qui est une crucifère aussi, famille de la carotte, ça se reconnaît quand même, il y a une ombelle. Qui est vraiment très adapté aux infractuosités des rochers. C'est une endémique des Pyrénées. Hein. Les 3 sont des endémiques. Voilà. Des espèces notables. Alors, je vais essayer de passer vite quand même, ainsi de suite. Là, vous avez une astéracée, ça ressemble à un pissenlit de loin. Hein. Et ce pissenlit, les feuilles sont couvertes de poils vernissés. C'est toujours une adaptation au rayonnement et à la sécheresse. Ça protège la plante. Contre-exemple, parce qu'il en faut toujours un truc, la vulnéraire des Pyrénées, ce qu'on appelle l'antilis, lui, il a des feuilles larges, bien développées, bien plates, et ainsi de suite, et il pousse dans les mêmes milieux. Comme quoi, vous voyez, il ne faut pas être... Le doronique à grandes fleurs, une plante qui est vraiment très spectaculaire. Les feuilles, toujours pareil, pas très intéressantes. Alors les fleurs, elles font 6 à 10 cm de diamètre, et elles sont regroupées. En fait, ça, c'est une stratégie. La plante fait des colonies, et vous verrez des bouquets de ces fleurs réparties dans le pierrier. C'est des colonies. Et en fait, c'est des clones. Hein. Cette colonie, en fait, c'est un même pied, mais qui, par les stolons et les racines, s'est propagé. Je vous ai mis juste après ce qu'on appelle l'astère des Alpes, et pas des Pyrénées. Il y a l'astère pyrénéen, mais il pousse plus dans la partie occidentale, qui, lui, a une propriété... alors facilement reconnaissable, on le voit, c'est qu'il fleurit ce qu'on appelle une plante de jour court. Il va fleurir à partir du mois d'août, début août, fin août. Parce que
son métabolisme fait qu'il a eu besoin d'une période de végétation assez importante pour arriver à faire sa fleur. Donc vous voyez, il y a aussi une adaptation des plantes dans le temps. Je vous avais parlé des plantes dans l'espace, vous avez aussi des plantes d'adaptation dans le temps. Alors les crêtes des cimes, vous me direz, la végétation là, il y en a un petit peu là, il faut la chercher. Il faut la chercher sans risquer de tomber parce que la plante derrière est... Et ces plantes des cimes ont une adaptation caractéristique, c'est de résister à ce qu'on appelle l'amplitude thermique journalière. La variation de température, à cet endroit-là, hein, sur le haut de Casino, de Casamagne, ça peut être 45 degrés par jour entre la température de la nuit et la température en milieu d'un truc. Donc la plante, en quelques heures, est obligée de s'adapter à ces variations de température. Vous voyez, donc, truc. Alors, premier truc, c'est le gallium. Alors, c'est que des endémiques, bien entendu. Hein. Le gallium des Pyrénées. C'est une petite plante avec des petites feuilles. Alors vraiment, quand je vous dis c'est des plantes qui poussent dans les anfractuosités, vous avez le meilleur exemple. Ainsi de suite. Alors c'est de la même famille que le fameux caillé. Vous savez, c'est la plante jaune qu'on trouve dans les prairies. C'est un cousin, si on peut dire. Ici, la valériane à feuilles de globulaire ou Valeriana pula, ainsi de suite, qui a une stratégie de reproduction très 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 particulière. Elle fait beaucoup de fleurs. Et ces fleurs sont, comment ça s'appelle, se disséminent de façon, comment ça s'appelle, par le vent, et vont recoloniser des anfractuosités. Et c'est toujours pareil, c'est une plante que l'année où vous allez en voir, vous en allez en voir un peu partout, puis pendant des années, pour 5-6 ans, vous n'en trouverez pas. Elles ont une capacité de ce qu'on appelle résilience des graines qui est très importante. Allez, rapidement, le silène à feuilles recourbées. Pour vous dire que quand on dit les plantes, elles poussent dans des micro-anfractuosités, oui. Et puis, je l'ai mis ainsi de suite, c'est la cardamine à feuilles de réséda. Et deux particularités, cardamine, donc c'est une crucifère et ce qu'on appelle les siliques. Et là, sa stratégie de reproduction, c'est de faire plein de graines ailées qui sont distribuées par le vent. Et là, pareil, on va retrouver, par contre, c'est une stratégie, je ne sais pas où ça tombe. C'est le hasard, c'est aléatoire. Alors, son nom en latin, c'est Raphanifolia. Je vous ai dit que les botanistes ont de l'humour. Donc, c'est la cardamine à feuilles de radis. Bon, oui, d'accord. En fait, il détermine beaucoup sur des plantes séchées, et c'est vrai que ça faisait beaucoup d'erreurs. Bon, on va passer à une autre balade, quand même, un petit peu. C'est le Ciscaro. Pourquoi je vous ai proposé le Ciscaro? C'est qu'il présente un marais d'altitude très grand en surface, très particulier, parce que l'eau circule et va faire ce qu'on appelle des gradients écologiques en fonction de l'eau, entre des zones où l'eau est permanente, puis des zones où l'eau est non permanente, ça dépend de la fonte des neiges. Et puis c'est un site magnifique à faire parce que le parcours pour monter au lac des Ciscaros est très intéressant. On part du fond d'Inclès, on prend un chemin classique où les voitures ne passent plus quand même. Je vais quand même m'intéresser ici, parce qu'on voit sur le versant sud du pic de Jouclard, très particulier. On va voir le bord des torrents. Il y a un torrent avec une cascade magnifique. On va arriver à la fameuse base du Ciscaro. Alors, Ciscaro, je ne suis pas sûr, ça vient de Ciscale, qui est une cépéracée qui pousse dans le marais. Mais j'étais incapable de savoir quelle était la plante qui s'appelait Ciscale. Si quelqu'un savait, je le sais, je suis prenant. Puis on va arriver au lac pour la partie autour des lacs. Alors, tout de suite, le versant du pic du Jouclard, rapidement, vous voyez l'opposition de versant. Alors, ce qu'on appelle le bac et l'André, est vraiment marqué une forêt assez dense de pins. Et puis là, sec, c'est le moins qu'on puisse dire, avec le fameux genêt cendré qui envahit tout. Le truc qui ferme le milieu, le truc, et qui, à l'époque, était l'ennemi des bergers. C'est ce qu'ils faisaient de l'éco-buage, c'est-à-dire ils y mettaient le feu pour éliminer ces plantes, parce que les moutons, là-dedans, ils n'y font rien. En plus, c'est relativement épineux, et c'est des plantes pas du tout agréables. Juste après, quelques plantes quand même de ces milieux. Au milieu pousse une plante magnifique, c'est ce qu'on appelle le Parasidia liliastrum, c'est la plante du paradis, le lys de Saint-Bruno.
qui n'est pas un lys, donc c'est pas grave, présente des inflorescences magnifiques, ainsi de suite. Alors je vous recommande, ne la ramassez pas. C'est une plante, si vous lui coupez son inflorescence, elle est morte. Parce qu'il lui faut l'inflorescence pour arriver à faire le bulbe qui refera 5 ans plus tard une feuille, une fleur. Donc vous imaginez la fragilité de ces espèces. Donc vraiment j'insiste, il y a des fois, les gens pas. C'est la même chose sur l'iris des Pyrénées, une fleurie. Alors vous voyez plein d'iris, chaque pied ne fleurit que tous les 5 ans. Donc les gens les ramassent. Si vous l'avez ramassé, vous avez tué la plante. Alors vous pouvez en ramasser quelques-uns, il y en a quand même. Le fameux raisin d'ours, le truc qui est reconnaissable. Alors, ce qui est très beau dans cette fleur, c'est la forme des fleurs en petites clochetons, et ainsi de suite, qui est magnifique. C'est une plante qui supporte le plus la sécheresse. Vous la trouvez dans les endroits les plus secs, en montagne, ainsi de suite. Le fameux jaunet cendré, difficile à déterminer parce il y a eu plein de noms qui ont changé entre le jaunet cendré, le jaunet scorpion, ainsi de suite. Ça aussi, c'est des problèmes de botanisme. Et puis j'arrive à cette plante-là, c'est le sénesson à feuilles d'adonis. C'est une plante qui est héliophile. Elle va pousser dans les endroits où il y a le plus de lumière directe, ainsi de suite. Et du coup, vu qu'il y a beaucoup de lumière, elle a des feuilles très très réduites, filamenteuses, ainsi de suite, parce qu'il y a tellement de lumière qu'elle n'a pas besoin d'avoir une grande feuille plate pour recevoir l'énergie lumineuse, pour faire marcher son métabolisme chlorophyllien. Donc vous voyez aussi l'adaptation des plantes se traduit aussi par leur morphologie. Alors le long du torrent, on va voir ce qu'on appelle des mégaphorbiers. C'est un terme un peu scientifique, je suis désolé. C'est les zones où il y a des plantes assez hautes, avec des grandes feuilles. Alors c'est l'opulence, là c'est le truc. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'eau, il y a des nutriments, c'est protégé par la neige pendant l'hiver, c'est le paradis pour les plantes. Sauf qu'elles ne sont absolument pas intéressantes. Le truc que je vous ai dit, c'est les endroits les moins spectaculaires où il y a les plantes les plus intéressantes. Alors oui, quand même une. C'est une gentiane, ça s'appelle la sversie, mais c'est la famille de la gentiane. Alors propriété, c'est que si vous vous envoyez, vous faites une coche, comme on dit, c'est-à-dire parce que le seul endroit où je l'ai vu en Canignou, c'est en montant le long de son torrent. C'est une plante dont la distribution est assez large en Europe, mais extrêmement rare. On n'en trouve qu'à quelques endroits et on est incapable de savoir pourquoi elle est là et où elle n'est pas là. Derrière, vous avez la dénostyle classique, c'est une plante qui est reconnaissable par son inflorescence rose et puis qui est assez haute. Ici, je vous ai mis, pour le plaisir, la laitue de plumier. C'est de la famille de la laitue. La laitue, en fait, c'est une plante qui poussait en montagne. Alors, la vraie laitue, elle a des fleurs jaunes. Derrière, vous avez ce qu'on appelle le doronique de Parlarlianche, alors lui qui est une endémique, qui pousse que dans les endroits très frais des Pyrénées. Le fameux camérisier noir, le Lycera nigra, vous allez le trouver quand vous avez la cascade en montant sur le Ciscarro, le long du torrent. Là, tout le monde s'arrête pour faire la photo de la cascade. Puis juste sur la gauche, là, il y a un petit arbre qui ressemble à un cerisier, tu sais, une feuille de cerisier, ainsi de suite, et qui présente des petits globules noirs à ne pas toucher. C'est aussi une plante extrêmement toxique. Toutes les parties de la plante sont toxiques, et ainsi de suite. Et même dans l'eau, c'est le fruit qui tombe dans l'eau va contaminer l'eau. Donc je ne vous conseille pas trop de boire l'eau au pied du camérisier. Derrière, l'impératoire classique, une plante qui est truc. Et puis un peu plus élégant, plus discret, le prénante pourpre, qui a des fleurs pendantes en petit écusson, qu'on retrouve dans différents endroits aussi, ainsi de suite. Plus au-dessus, on sort un peu de la forêt, on arrive vers les bazas, et puis sur la partie droite, vous verrez des pelouses assez denses, là toujours pareil, avec une compétition interspécifique importante. Puis il y a le fameux arnica. Alors l'arnica, tout le monde connaît ses vertus, ainsi de suite, belles fleurs, ainsi de suite. Bon, pareil, le ramassez pas trop parce que lui, il va résister parce qu'il n'a pas besoin, il n'a pas de bulbe. Mais bon, moi j'ai vu des gens revenir avec des bouquets avec 2 ou 3 centaines de fleurs. C'est désolant, quoi, parce que c'est des plantes qui mettent un drame. Ici, vous avez ce qu'on appelle l'œillet barbu, l'œillet des poètes, reconnaissable par son inflorescence globulaire, mais surtout parce qu'il a des bractées. C'est des fausses feuilles. À côté, ça pourrait ressembler à l'arnica, hein. C'est le senson des Pyrénées.
Alors la différence, pour ne pas vous gourer, si vous avez envie de vous soigner, ou ainsi de suite, ne vous soignez pas avec le Senson, ce n'est pas la peine, il ne vous tuera pas, mais il ne vous fera pas de bien. C'est qu'il a les feuilles dentées, alors que lui, il n'a pas les feuilles dentées. Ici, vous avez ce qu'on appelle le cistre, c'est le Méum amanticum. C'est connu parce que c'est une plante c'est le fenouil des Alpes, ça a l'odeur du fenouil. Les vaches adorent ça. Les vaches ou les bêtés, c'est la première plante qu'elles vont manger parce que c'est pour le goût. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, dans Chartreuse, dans le Beaufortin, dans les Alpes, on s'en sert aussi pour parfumer les fromages. Et puis, il y a ces plantes herbacées, là, ces herbes, ces graminées, qu'on ne sait pas trop bien déterminer, c'est extrêmement dur, c'est des fétuques, et les fétuques, c'est dur à déterminer. Vous allez comprendre tout de suite pour la déterminer, vous vous asseyez dessus, si ça pique, c'est Festuca eschia, c'est le gispette. Et le truc propre aux Pyrénées occidentales, ainsi de suite, mais qui a une particularité quand même urticante. Allez, on passe à la partie la plus intéressante au niveau écologique, hein, c'est la partie du marais. Alors, ce n'est pas une tourbière, hein. Une tourbière, ça fabrique de la tourbe. Là, c'est un marais, il n'y a pas de tourbe, il n'y a que des alluvions assez fins, ainsi de suite. La tourbière, il faut des conditions météorologiques, beaucoup de pluie pour qu'il y ait une formation de tourbe. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a quelques-unes dans les Pyrénées. Mais là, moi, ce qui m'intéresse un peu, c'est le gradient écologique. Hein. Vous avez de l'eau libre, avec quelques plantes qu'on verra tout à l'heure. Vous avez une zone, un coup c'est dans l'eau, un coup c'est pas dans l'eau, et ainsi de suite. Ça dépend s'il a plu, s'il y a la fonte des neiges, et ainsi de suite. Puis une zone à carex noir, un peu plus sombre, qui a un peu les pieds dans l'eau, mais la partie supérieure, et puis derrière le carex d'aval, qui est plus clair, qui est plus exondé, c'est-à-dire qui est moins les pieds dans l'eau. On va s'intéresser à cette plante particulière. Alors, la fameuse calitriche, vous savez, la plante qui est la truc, c'est une plante qui est très spéciale, alors aussi pareil, extrêmement difficile à déterminer parce que les fleurs sont minuscules et il faut aller regarder les pistils et les étamines. Sa particularité qui est intéressante à noter, c'est sa particularité génétique. C'est qu'elle a une plasticité génétique qui va lui permettre de modifier son métabolisme si elle est dans l'eau ou si elle n'est pas dans l'eau. Donc vous voyez que les plantes aussi ont des capacités génétiques pour s'adapter aux conditions de milieu. Dernière, ça c'est le Sparganie de montagne, c'est le Sparganium à longue feuille. On le verra sur le lac du Ciscarro, ça fait des ondulations avec l'eau. C'est ce qu'on appelle le rubanier. Donc le rubanier, ça veut dire que les feuilles sont en ruban. Aussi très difficile à déterminer parce qu'il faut aller regarder les feuilles, ainsi de suite. Présente dans cette zone, on n'en trouve pas forcément ailleurs, on en retrouve en Cerdagne sur les lacs vers les Bouillouzes. En fait, ce n'est pas une plante si répandue. Encore une particularité, ce qu'on appelle la grassette à grandes feuilles. Alors ça, honnêtement, tout le monde l'a vu. C'est une sorte de violette, ainsi de suite, qui pousse même sur le bord de la route à Canillo. Particularité de ces fleurs, bon, à part le côté bleu, les feuilles sont assez grasses, couvertes d'un mucus, et en fait, c'est une plante carnivore. C'est une plante qui a fait une adaptation qui, pour avoir des protéines et ainsi de suite, capture les insectes grâce à ce côté gluant, et les sucs excrétés par les feuilles dissolvent l'intérieur de l'insecte pour récupérer le truc. Alors, aussi particularité, je vous ai dit, on en trouve partout. On en trouve partout en Andorre ou dans les Pyrénées-Orientales. Mais on ne sait pas pourquoi elle n'est pas présente. C'est une relique glaciaire. En fait, c'est une espèce qui est présente, qui s'est trouvée bloquée à la fin des glaciations dans cette partie des Pyrénées et qui a pu aller nulle part, elle est restée là. Et en fait, on ne la trouve que pour ça. Voilà. Alors, je vais passer rapidement sur les deux autres espèces qui étaient moins importantes. On arrive sur le bord du lac du Ciscarro, et puis là, à part la présence des rubaniers, là qu'on voit bien flouter, c'est magnifique. Moi, ce qui m'intéresse, je vais vous dire, les lacs, ils sont classés en fonction de leur couleur. Alors, ici, nous avons un lac de couleur un peu verdâtre. En fait, c'est les minéraux et le plancton qui est à l'intérieur de l'eau, la présence d'espèces végétales, qui va faire cette couleur bleue. Ce qu'on appelle des lacs eutrophes. Vous avez des lacs qui sont bleus. Alors, il y en a partout dans les Pyrénées, vous allez trouver des termes de lacs bleus. La couleur bleue vient de la réflexion du ciel. Mais en fait, les eaux sont très limpides. Elles sont très peu chargées en éléments minéraux et en éléments organiques. Donc, il est bleu. Et vous avez des lacs gris
qu'on trouve plus haut en altitude, généralement sur des zones où il y avait des névés et des glaciers. Et là, en fait, c'est la fraction minérale qui est amenée par les eaux de fonte des glaciers qui fait cette couleur grise. Donc en fait, on peut classer les lacs en fonction de leur couleur. Et la couleur des lacs, c'est intéressant. Voilà. Allez, rapidement, quelques espèces qui poussent autour de ce lac. Ici, vous avez la dryade. Alors, dryade, c'est la dryade feuille de chêne, parce que les feuilles semblent à la chêne. Et ce n'est pas un hasard qu'on les appelait dryades, puisque les dryades étaient des nymphes qui protégeaient les chênes, chez les Grecs. Au milieu, la bistorte. Je crois que si vous connaissez, une plante qu'on ne trouve pas souvent, qui n'est pas spectaculaire. Alors moi, ce qui m'intéresse chez cette plante, c'est que vous voyez son inflorescence qui est pas grande, il n'y a pas beaucoup. Elle met 5 ans à la fabriquer. Cette plante, elle met là, entre là et là, c'est 5 ans de croissance. Elle est tellement dans des conditions difficiles et ainsi de suite, qu'elle a tellement peu d'énergie qu'elle met 5 ans à la fabriquer. Alors, elle a l'avantage, c'est que toute cette zone est recouverte très longtemps par la neige et protégée donc des conditions hivernales par la neige. Pareil ici, ce qu'on appelle le jonc trifide et ainsi de suite, il est reconnaissable par ces bractées qui dépassent les inflorescences noires qui sont ici, qui sont rouges. Et en fait, au-dessus du lac du Ciscarro, de temps en temps, vous voyez une sorte d'ondulation brune. C'est ce jonc qui est particulier, qu'on trouve un peu ailleurs aussi. Alors, aussi encore rare, j'essaie de vous montrer des plantes un peu originales, hein, mais qui ne sont pas forcément spectaculaires, je suis désolé. Ça, c'est une fougère, c'est un lycopode. Des trucs qui poussent en touffe, qui ressemblent à rien, si ce n'est des tiges un peu avec des feuilles qui ne sont pas des feuilles, qui sont des frondes, c'est une fougère, hein, ainsi de suite. Toujours particularité, c'est que c'est une croissance très lente. La plante n'existe qu'à quelques endroits et ne va pas pouvoir se disséminer. Elle est là, on ne sait pas trop pourquoi. C'est un peu la même chose que le botryche. On trouve des fougères en haute montagne. Il manque d'études, j'allais dire ethnobotaniques ou botaniques, pour savoir leur présence. Plus classique, hein, c'est la camarine, l'empétrum, que vous connaissez peut-être tous, parce qu'il y a beaucoup de gens qui la confondent avec la myrtille. Ce n'est pas une myrtille parce que les feuilles sont toutes petites et que la myrtille, elle a des feuilles qui tombent l'hiver et qui sont plus larges. Donc, si vous goûtez, alors ça ne vous tuera pas, mais je pense que ça ne vous donnera pas une bonne digestion. Alors cette camarine, elle a une propriété, c'est pareil, une plante étalée qui vit sous la neige, et surtout qui se reproduit parce que par marcotage, c'est-à-dire que ces tiges font des racines, puis en plus refont des racines. Donc vous avez une tapis qui s'est formée par cette plante, qui en fait est en un seul pied. On l'a déjà vu tout à l'heure. Eh bien, je change de panorama, hein. Ça va aller un peu plus vite maintenant. La montée, entre le départ de la Coma de Ransol, on va allonger un torrent magnifique, et ainsi de suite. Puis on va arriver dans une zone qui, moi, va m'intéresser, ce qu'on appelle la géomorphologie. C'est la répartition des végétaux en fonction de la nature des roches et surtout de leur mobilité. On va voir qu'il y a des trucs. On va arriver sur la zone où il y avait l'exploitation minière jusque dans les années 1900, 1920, hein, c'est pas si vieux, et où on retrouve des plantes qui sont adaptées, ce qu'on appelle des plantes lithophiles, qui aiment... Et puis on va finir sur le débouché sur le parc de Sortein, que j'aurais pu décrire, mais ça mériterait une balade à lui tout seul, tellement... c'est un parc protégé, il y a 70 espèces particulières. Donc là, c'est pareil, j'ai pas beaucoup le temps. Alors pourquoi je vous décris le bord des torrents ? C'est que les torrents comme ça, c'est ce qu'on appelle des corridors écologiques. On va trouver des espèces qu'on ne devrait pas trouver là. Ces espèces-là, cette orchis, la grande valériane, ainsi de suite, on les trouve en plaine pratiquement ou en colline, dans les taches collinéens. Les grandes marguerites, bon, c'est une endémique, mais c'est pareil, on trouve des marguerites un peu partout. Elles profitent en fait de ce corridor que fait le torrent, où la neige est accumulée, donc elles sont protégées l'hiver et ainsi de suite, pour progresser en altitude en montagne, alors que ce ne sont pas des plantes de montagne. Vous voyez que j'essaye de faire la différence. Alors, vite, rapidement, ici, vous avez l'alchémie à grande feuille, intéressant par son histoire.
C'est une alchémie, c'est une rosacée, les fleurs ne sont pas intéressantes, mais ce qui est intéressant, c'est les feuilles palmées. Et en fait, les alchimistes du Moyen-Âge s'en servaient pour recueillir la rosée pour leurs expériences. Et il se trouve que maintenant, avec le retour un peu New Age et ainsi de suite, il y a des gens qui ramassent cette plante pour recueillir la rosée. Bon, chacun ses goûts. Hein. La grande marguerite, endémique des Pyrénées, magnifique, et ainsi de suite. Pareil, évitons d'en cueillir. C'est pas que la plante va mourir, là, mais... Je ne vous ai pas mis beaucoup d'orchidées, je ne sais pas si vous avez remarqué, généralement les gens ils vous montrent des belles plantes. Moi j'ai fait exprès de trucs. Donc quand même une orchidée qui est l'orchidée Dactylorhiza maculata, qui présente une diversité génétique extrêmement importante. Il y a de nombreuses études qui sont faites, et ainsi de suite. Et en fait on est quasiment actuellement impossible de déterminer cette plante, tellement il y a de variants génétiques de cette plante. Voilà, c'était... Inversement, Parnassie des marais, juste à côté, une plante, les feuilles pas intéressantes, vous ne les voyez pas, de toute façon, elles disparaissent à la floraison, qui présente une feuille avec des 5 pétales, et puis, toujours pareil, mais pistes d'atterrissage pour les insectes, hein, les insectes sont guidés vers les étamines, ainsi de suite. L'intéressant de cette plante-là, ainsi de suite, c'est sa famille, c'est l'Estracée, Parnassie des marais. Alors, Parnassie, ça vient du mont Parnasse. Toujours Linné s'est planté, on ne sait pas pourquoi, ainsi de suite. Mais c'est une plante, en fait, c'est le seul genre, la seule famille qu'on trouve. On la trouve, c'est une plante qu'on appelle artico-alpine. Hein. On va la retrouver dans les zones montagneuses de l'Europe occidentale et dans les zones très boréales, hein, quasiment arctiques. C'est une plante qui est restée parce que du temps des glaciers, elle était là, les glaciers sont partis, elle dit... elle s'est retrouvée toute seule. Voilà. Et puis la valériane, classique, c'était pour vous montrer là. Il n'y a pas beaucoup de diversité biologique. Alors, vite, sur cette photo, ce qui est intéressant, en fait, c'est ce que j'appelle la géomorphologie. Donc, je vais vous embêter un petit peu, mais on va vite comprendre. Sur cette partie, ici, vous voyez le développement de la rhodorée, les massifs de rhododendrons, toujours en touffe, un peu hémisphériques, qui sont sur un pierrier qui est stabilisé. Vu qu'on est un peu en aubac, la neige va rester plus longtemps. Je vous rappelle que le rhododendron ne supporte pas le déneigement parce que le gel brûle les bourgeons. Donc en fait, il va être toujours des zones où il y a des zones enneigées. Je vais y revenir tout à l'heure. Juste en face, c'est la Solane. Vous voyez, l'opposition de versants, c'est magnifique. La Solane, c'est là où il y a les Festuca eschia. Vous savez ce qu'on appelle les pelouses en gradin. On a l'impression que c'est le pâturage qui a fait qu'ils sont passés toujours au même endroit. Ce n'est pas le pâturage. C'est ce qu'on appelle la gélifluxion et la cryoturbation. C'est les mouvements de la neige et des fractions minérales du sol qui font que ça fait ces petits étagements. Et en fait, la fétuque ne fait que suivre ces mouvements de migration des sols. Donc c'est pour ça que je vous parlais de géomorphologie. Intéressant parce que c'est un endroit en ski de randonnée qui est dangereux. Parce que si vous passez là, il y a des plaques à neige, vous partez. Donc en fait, la connaissance de la végétation de temps en temps peut vous aider l'hiver pour le ski. Il faudra mieux passer là que là. Alors que pourtant, ça paraît plus facile parce que là, il y a des cailloux, et ainsi de suite. On s'intéressera ici dans la fraction minérale, hein, c'est la fraction des éboulis qui tombent soit de la Serrera, soit de la Cabeneta, et qui sont des pierres. Alors la diapositive suivante. Je vous fais grâce de l'explication de la carte géomorphologique à côté, mais c'est pour vous montrer la complexité un petit peu. Oui, on reconnaît quand même notre zone à rhododendron, notre zone à fétuque où on voit bien les stries latitudinales. Et puis ici, vous voyez, il y a des formes en croissant. Et alors, sur la photo satellite, c'est encore plus marquant. Vous voyez ces formes comme ça. Ben ça, c'est ce qu'on appelle des résidus glaciaires. Ah, il n'y a pas si longtemps, il y avait encore un glacier ici. Et c'est la géomorphologie qui vous permet de le voir. Et on voit bien que ça ressemble à un glacier de pierre. Alors, autre particularité de ces zones, c'est que généralement la gravité fait que c'est les éléments les plus lourds qui vont le plus bas. Ben dans ce cas-là, c'est pas ça, c'est les éléments les plus fins qui vont le plus bas. C'est une propriété de la cryoturbation et de la gélifluxion. Alors, qu'est-ce qui y pousse quand même dans ces trucs? Il y a quelques plantes, on va en voir, ainsi de suite. On va arriver dans la zone, alors j'appelle ça les terrils, c'est des résidus où ils avaient laissé un peu les plantes, les pierres. Alors quand même, ces pierres qu'on voit ici sur le côté, hein, ce truc, sont noirâtres et veinées de brun.
Les vénures de brun, c'est l'oxyde de fer que les gens allaient extraire dans cette partie du col de la mine. Je vais y arriver, je reviens en arrière. On y trouve des types de plantes qui vont être adaptés au mouvement des végétaux. Alors le crépus nain, qui ressemble un peu au doronique qu'on a vu tout à l'heure, mais qui n'est pas pareil, qui a, lui, intéressant parce qu'il a des feuilles assez larges, bien fournues, bien charnues, et ainsi de suite, et il se développe grâce à des stolons. C'est un peu comme les fraisiers, il se développe de la même manière. Ici, vous avez le Daphné pyrénenque, alors c'est une endémique, reconnaissez ça, pareil, hein, il y a une production florale dans ces zones qui est impressionnante, quoi. L'énergie qu'ils dépensent pour faire des fleurs, c'est impressionnant. Pour vous donner un ordre d'idée, la croissance de ce pied-là, c'est 1 cm par an. Donc si vous le calculez, puis qu'il faisait à peu près 1,50 m, il a plus de 300 ans. Donc c'est ça aussi en montagne. Tout se fait lentement. Ça va bien d'ailleurs pour certaines randonneuses. Malheureusement, c'est une plante extrêmement toxique. Donc faites aussi attention, je vous l'ai dit, des fois quand c'est joli, ainsi de suite. Le cérestre des Pyrénées, plante assez velue, toujours pour éviter l'évapotranspiration, qui pousse que dans des fractions très mobiles, ainsi de suite. Alors lui, là, il ne peut pas dire la racine va s'agrandir, ainsi de suite. Lui, il a une seule truc, il fait des graines, ça tombe où ça tombe, et ça pousse quand ça pousse. Voilà. Mais on en trouve assez bien quand même, hein. C'est pas très rare. Alors celle-là, j'en suis très fier, parce que c'est une jolie photo quand même. Hein. Mais il n'y a pas que ça. Ça s'appelle l'Armérie de Müller. Alors cette Armeria, c'est une famille, il y a Armeria maritima, Armeria montana, on en trouve un peu partout. Et la caractéristique de ces plantes, c'est ce qu'on appelle des plantes lithophiles. C'est des plantes qui ont la faculté de stocker les métaux lourds. Donc on s'en sert d'ailleurs comme bio-indicatrice des zones où il y a des métaux lourds. Donc sur un terril où il y avait des mines, elle était bien placée. Et stratégie quand même, la plante, elle est intelligente d'une certaine façon. Elle stocke les métaux lourds dans les feuilles, dans les racines, mais pas dans les fleurs et les graines, hein, parce que les métaux lourds, c'est toxique. Et donc ça pourrait fragiliser la fécondation. Donc on en trouve, c'est souvent des espèces comme ça il y a certaines expériences qui utilisent maintenant les végétaux pour extraire les métaux lourds, les fixer, ensuite on ramasse les plantes, on brûle les plantes et on récupère les métaux lourds. Ça se fait dans les anciennes mines. Et pas un hasard qu'on retrouve ça sur des terrains miniers. Alors, comment s'adapte la végétation sur les terrains? Là, je vais aller très très vite. Un premier cas, c'est une brassicacée, c'est le chou de montagne. Lui, il est dans des éléments un peu pierreux. Et en fait, il fait beaucoup de reproduction, les siliques, et c'est des siliques ailés. C'est dispersé un peu au hasard. Inversement, alors là, c'est le Joulibert des Isards. Je crois que les gens connaissent, hein, ceux qui ont un site, qui est assez rare, qu'on trouve vraiment dans cette zone de pierrier très mobile. Et alors là, en fait, si on enlevait les blocs, on s'apercevrait que la racine, elle est plusieurs mètres, voire dizaines de mètres, au-dessus de l'apparition de la plante. C'est qu'à chaque fois que le pierrier bouge, la plante, elle bouge en même temps. Donc la croissance du tronc, quoi, c'est pas les racines, hein, c'est du collet des tiges, suit le mouvement de la pente. Donc c'est une plante qui est vraiment, on s'en sert de caractéristiques des pierriers mobiles. Et en protection des zones de montagne, c'est des plantes bio-indicatrices, on s'en sert comme indicateur en disant attention, si elle est là, c'est que le pierrier n'est pas stable. C'est une des... Bon, non, c'est trop long. Ici, vous avez une fougère. C'est un cryptogramme. Alors, toujours particulière chez les fougères. Les plantes basales, ça ressemble à une fougère. Et puis les frondaisons de fructification, ça ne ressemble pas du tout à des fougères. Alors, les fougères, vous savez, elles ont des rhizomes. C'est le rhizome, il s'étend. Et puis, quand il y a un trou entre deux rochers, ça sort, ainsi de suite. C'est la même plante, mais avec les rhizomes. Je vous l'ai mis, c'est le silène rupestre. Il est caractéristique des anfractuosités. Lui, il va plutôt être où il y a de la terre qui s'est accumulée. Là, il peut se développer, mais il n'a pas tellement de stratégie migratrice, vu que c'est une plante qui se reproduit assez facilement par des graines. Pareil, ça regermera de l'autre côté. Alors, j'avais oublié la globulaire, on peut la remettre. Oui, merci. Il me restait la globulaire laine. Alors, elle, c'est assez sympa. Elle s'accroche au rocher. Alors, quand je dis accrocher, il y a des tiges ventouses avec des petits picots qui s'accrochent au rocher. Si le rocher il bouge, elle bouge avec.
Voilà, donc vous voyez, il y a plusieurs espèces de stratégies. On arrive à... Alors j'ai marqué la richesse floristique du Val de Sortein. Je ne peux pas tout vous dire parce que là, il y en a trop. Je crois que je vous ai dit, il y a 750 espèces. Voilà, on y passerait plus que la nuit. Ah bon, tout de suite, vous la connaissez tous, la grande Jansagne, classique. Puis à côté, il y a la Gentiane de Burseur, qui est endémique des Pyrénées, l'autre l'est pas, qui se reconnaît parce que les clochettes sont ponctuées de bruns. Donc c'est la Gentiane de Burseur. Elle a aussi une caractéristique, c'est que, comment ça s'appelle, elle s'auto-féconde avec l'autre espèce. Donc c'est ce qu'on appelle, vous savez, des espèces qui ne sont pas encore tellement différenciées. Donc il y a des phénomènes d'hybridation. Ici, une particularité. Alors c'est le fameux Dactylorhiza sambunicea, c'est l'orchis sureau. À Inclès, c'est magnifique au printemps, on en voit de partout, c'est sublime. Alors, jaune, rose, c'est la même plante, la même espèce, sauf que son génome lui permet d'avoir deux expressions, une blanche, une rose, pour favoriser l'entomophilie, c'est-à-dire la fécondation par les insectes. Il y a des insectes qui sont attirés par le jaune, il y a des insectes qui sont attirés par le rouge. Donc c'est sympa comme chose. Voilà. Hypericum de Burseur, leur Burseur, il devait être passionné par les taches sur les pétales, parce que c'est un hypericum qui se reconnaît par les taches sur les pétales. Deux anémones, ce qu'on appelle des pulsatiles. Alors pulsatiles, c'est parce que les carpelles qui entourent les feuilles sont couverts de poils et la fleur se referme la nuit pour résister au froid de la nuit. Et ces carpelles qui sont velues la protègent du froid. Intéressant, c'est alors ce qu'on appelle deux sous-espèces. Toutes les deux endémiques des Pyrénées, celle-là encore plus particulièrement parce que je crois qu'on la trouve que là et dans le Campardos vers comment ça s'appelle un peu plus au nord. Deux expressions, ces deux plantes qui sont intéressantes parce que les fleurs sont magnifiques, durent pas longtemps. Mais elles forment des aigrettes. Je ne sais pas si vous avez vu à la fin, au milieu de l'été, quand elles sont défleuries, il y a la hampe florale, puis des aigrettes. Et ces aigrettes, elles sont crochues, comme chez beaucoup de renoncules. Et cette particularité crochue est intéressante parce que c'est une dissémination par les animaux, par les poils des animaux. Les animaux passent, la graine s'accroche au poil de l'animal et la distribution, la dissémination se fait comme ça. Vous voyez qu'il y a quand même des sacrées stratégies chez les plantes. Alors, j'ai dit les gentianes, il y en a trop, le truc. Sur les gentianes, on en a vu une particulière tout à l'heure, ainsi de suite. Je ne vous les ai pas toutes mises, ainsi de suite. Quelques adaptations chez les gentianes. En fait, c'est des plantes, elles sont toutes bleues, pareil pour le rayonnement. Mais elles ont des stratégies un petit peu particulières. Là, elles vont utiliser ce qu'on appelle la phénologie. Elles ne fleurissent pas toutes en même temps, alors qu'elles sont pratiquement tous au même endroit. Vous avez la gentiane verna, printanière, qui vient en premier. Ensuite, on peut avoir la gentiane ciliée, puis la gentiane de coque ou la gentiane à col, la gentiane des Pyrénées, la gentiane ici campestre, à plusieurs formes, bleu, jaune ou blanc, la même adaptation que l'orchis sureau, et qui vient plutôt à l'automne. Ici, il y a beaucoup plus rare, la gentiane des neiges. Alors là, vous allez la trouver juste sur la frange du névé de quelques mètres qui est déneigée. Elle se reconnaît seulement parce que son calice est caréné. Vous voyez ici le truc. C'est une plante très petite, pas très reconnaissable. Voilà. On passe au cirque des Pessons. Vous voyez, c'est la dernière balade. C'est un cirque granitique, glaciaire, parsemé de lacs. Et ces lacs sont issus du surcreusement glaciaire. C'est qu'un glacier, quand il se déplace, creuse le sol, la roche, et en fait fait des cuvettes. Autre particularité du cirque de Pessons, c'est granitique, et on voit des blocs généralement émoussés par rapport aux roches calcaires ou schisteuses qui sont à angles aigus. Là, le granit, c'est un phénomène d'érosion classique, c'est fait plutôt des blocs émoussés. Ce qui va m'intéresser à vous montrer, deux stations seulement, ainsi de suite, le bord des lacs, puis une zone plus de rochers et de présence de rhododendrons. Les panoramas sont magnifiques, c'est le moins qu'on puisse dire, ainsi de suite.
Alors, ce qui est intéressant dans la photo, c'est pas que la photo, c'est la distribution des pins. Vous les voyez sur les cimes, sur des zones où il y a des rochers. Toujours pareil, s'il veut pousser, vu que c'est des zones longtemps enneigées, il ne faut pas qu'il soit dans une zone trop longtemps enneigée, parce qu'autrement, la plantule ne va pas avoir le temps de pousser. Donc la distribution n'est pas aléatoire. Elle paraît aléatoire, elle n'est pas du tout aléatoire, elle est vraiment conditionnée. Et ainsi de suite. Et puis on voit les massifs de rhododendrons qui sont entre les rochers. Autre particularité quand même, un truc, on a des gradients écologiques liés à la présence de l'eau. Ici, vous avez la renoncule aquatique, propriété d'une plante uniquement aquatique. Si l'eau disparaît, elle disparaît avec. Et comme toutes les plantes aquatiques, a des plantes flottantes élargies et à des plantes immergées dans l'eau qui sont seulement que les nerfs verts des plantes, parce que ça ne sert à rien, il n'y a pas de photosynthèse et pas d'assimilation chlorophyllienne. Derrière, vous avez la cardamine des Pyrénées, qui est intéressante parce que c'est une plante qu'on voit bien émerger, ainsi de suite. Elle est très facilement reconnaissable, ainsi de suite. Et encore plus reconnaissable, une saxifrage, encore une, qui est la saxifrage aquatique. Alors là, qui forme les feuilles sont nombreuses, bien regroupées, qui forment des tapis denses, et surtout des tapis blancs qu'on voit dans les zones un peu plus exondées, c'est-à-dire un peu plus en dehors de l'eau. Qu'est-ce qu'on va trouver là? La fameuse linaigrette. Alors, la linaigrette, c'est connu, il y a 2 espèces extrêmement difficiles à déterminer, donc je passe. Pardon. Donc la fameuse linaigrette. Alors, dans l'histoire et ainsi de suite, on s'en servait pour rembourrer les coussins et les oreillers. Et même encore plus ancien, au Moyen-Âge, les tiges et les feuilles de ce truc étaient mis à macérer dans de la tourbe et servaient à faire du papier ou des parchemins, du papier ou des textiles en extrayant les fils de cellulose. Vous voyez que au milieu classique, le troll, parce qu'il a une forme globuleuse. Grande plante, hein, vous voyez, là, les plantes, il y a plus d'humidité sur un endroit granitique, elles se développent de façon plus importante. Et puis ici, le géome des Pyrénées, alors c'est la benoîte, même stratégie de reproduction, des graines, des inflorescences qui comportent des capitules avec des filaments qui s'accrochent au poil des animaux. Et cette fameuse benoîte des Pyrénées est reconnaissable parce que ses feuilles, les feuilles terminales sont très larges. Je finis vite. Alors moi j'ai appelé ça la principate des saxifrages. C'est impressionnant l'Andorre. Il y a 17 espèces sur la vingtaine qu'il y a en France. Si vous avez un nom à faire, c'est celui-là. C'est impressionnant. Alors, en plus, saxifrage, vous direz saxifrage, c'est casse-pierre. Oui, c'est vrai que ça pousse dans des milieux rocheux. C'est pas du tout ça. C'est Pline l'Ancien, auteur, un des premiers botanistes, mais latin du IIIe siècle, avant Jésus-Christ, qui s'était aperçu que ces plantes avaient une propriété médicinale de réduire les calculs rénaux. Donc saxifrage, c'est casse-pierre, mais c'est le casse-pierre des calculs rénaux. Vous voyez que des fois, là, il faut comprendre le nom des plantes. Voilà, alors 3 espèces endémiques, classiques, et ainsi de suite. Alors je passe rapidement. Le saxifrage faux géranium, il a des feuilles de géranium, voilà, classique. Celui-là, c'est Frobriodes, c'est fausse mousse. Il a des feuilles qui ressemblent à la mousse. Et saxifrage jaune, c'est une des rares saxifrages qui soit jaune, et ainsi de suite, et qui s'appelle faux Aison, parce que bon. Je ne peux pas vous les décrire tous, mais sachez que si un jour il y a des gens qui ont envie de faire des thèses sur les saxifrages, il faut qu'ils viennent ici, quoi. L'avant-dernière. Les espèces qu'on appelle acidophiles. Alors c'est un faux terme. Hein. C'est employé souvent en écologie. En fait, elles n'aiment pas l'acide. Elles ne supportent pas le calcaire. Donc on les dit acidophiles pour ça. Elles vont où il n'y a pas de calcaire. Une plante aussi rare, la renoncule en plexicole, la renoncule, un truc qu'on retrouve, moi je ne l'ai jamais vu en fleur, il y a une fleur ici, mais un truc qui est assez rare et qui pousse vraiment dans les infractuosités granitiques. Le rhododendron, il y en a partout, hein, on est d'accord. Mais si vous voulez voir des beaux rhododendrons, il faut aller dans les Pessons. Hein, parce que vous regardez l'inflorescence, elle est magnifique, c'est opulent. Là, il est à son optimum écologique, comme on pourrait dire. Alors, je passe, celui-là c'est intéressant, c'est le fameux vérâtre. Alors ça, comment on s'appelle les bergers, et puis surtout les gens qui ont des vaches connaissent, c'est une plante que la vache ne va pas aller manger.
C'est une des plantes aussi les plus toxiques, et malheureusement, les gens la confondent avec la grande gentiane. Donc en France, il y a eu beaucoup d'intoxications parce que des gens, à l'automne, ramassent les racines pour en faire la fameuse suze, et passent de vie à trépas assez facilement parce que c'est un poison mortel. Ici, vous avez, j'en ai pas cité beaucoup, des familles du pois et ainsi de suite. L'Oxytropis de Haller, encore une endémique, reconnaissable parce que des petits folioles très velus et ainsi de suite. Et alors, une plante qui est généralement rose et particularité dans les Pyrénées-Orientales et en Andorre, elle est blanche. Et toujours pareil, on ne sait pas si c'est une variation génétique ou une adaptation génétique. Oh, ben décidément, hein, je ne sais pas. Hein. Hop, je reviens en arrière. Ici, pour vous montrer de façon un peu plus truc, c'est une famille de la campanule, c'est le réponse hémisphérique, qui est une plante qui ne pousse que dans les milieux granitiques. Les gens essayent de la mettre dans les jardins parce que c'est une jolie plante. Elle ne poussera jamais dans un jardin. Et je finis par le trèfle alpin. Banal, hein, on le trouve partout. Lui, un peu granitique ou pas. Je l'ai mis là parce que c'est son optimum écologique. Et puis surtout, c'est parce que c'est ce qu'on appelle la réglisse des Alpes. La racine du trèfle alpin est assez charnue, et ainsi de suite. Et si vous la sucez, celle-là, vous avez le droit de la sucer. Ça a le goût de réglisse. Et donc, on en faisait des bonbons dans les Alpes. Voilà. Alors, quand vous arrivez au sommet du col des Siscarros, une belle pente, hein. Pas Siscarros, au sommet du col des Pessonnes, merci madame, une belle pente bien difficile, vous découvrez le panorama magnifique, je vais y arriver, du haut du Val du Madriou. Ça, c'est une autre balade botanique que je pourrais proposer à ceux que ça intéresse. Puis je finis sur quelque chose qui est assez aussi intéressant. On a fait des balades, là c'était au printemps, en été, et ainsi de suite. Et la nature, c'est beau tout le temps. Là, en ce moment-ci, les arbres sont magnifiques. Et ça vous procure des émotions. Donc, retenez le plaisir de la randonnée, le plaisir de marcher, de découvrir des beaux panoramas. Et puis, de temps en temps, de regarder un peu sur quoi vous marchez, parce qu'il y a des choses très intéressantes. Allez, je vous remercie. Voilà. Hola, bona nit. Voldria saber la tora groga si és forta com la blava. Quina és més forta? Ah, il faut me traduire, parce que... Ah, je pense que c'est une très bonne remarque. Je pense que c'est la Torah. Oui, pourquoi? Parce que elle est jolie. Et donc les gens vont avoir tendance à la ramasser. La Conette de Tulou, on ne la trouve pas souvent. Vous la voyez seulement dans des zones un peu de clairière, ainsi de suite. Et plus basse. Je suis bien d'accord. Je vous ai dit, hein, c'est des plantes qui sont dans la forêt parce qu'elles viennent de l'étage montagnard. Donc, elle est dangereuse, mais son pouvoir, j'allais dire, vu qu'elle est moins fréquente, c'est la Torah blanche. És que aquí sempre es diu que la blava Oui. era la seguretat, no ho sé, perquè segur que ningú la provagué. Oui, voilà. Et donc, je les ai montrés parce que souvent, pour les touristes, hein, pour les randonneurs, ils voient des jolies fleurs, ils en font des bouquets, et simplement de mettre à la bouche, ça vous fait des brûlures et des problèmes de gastrique. Hein, Même les enfants, doncs, voilà. Alors, la jaune est moins forte que la bleue, quand même. Voilà. Bueno, merci. Merci. Mais ce que je raconte, en fait, ça m'intéresse ce que vous dites, tout ça, c'était connu des anciens. Voilà. Et en fait, on redécouvre, ou tout au moins, moi je le connaissais grâce aux anciens aussi, mais la connaissance de la montagne, c'est aussi une question de culture. Les pays comme l'Andorre, ou ainsi de suite... Ah, j'ai pas dit. Oui, c'est ça. Et les gens qui pratiquaient la montagne sans arrêt pour aller faire les foins, pour des trucs, ils connaissaient tout ça. Comment ils ont fait pour le connaître? Ah, c'est parce que généralement, c'est vos parents qui vous l'ont appris, c'est les générations. C'est quelqu'un qui l'a essayé quand même. Ah oui, oui, oui. Oui. Souvent, c'est parce qu'il y a des erreurs. Les gens s'empoisonnent. Hein. Oui, oui. Mais je reviens sur l'expérience et sur le truc. L'Andorre, en fait, était un pays très agricole, très pastoral.
Voilà, et il y avait une très bonne connaissance des plantes. C'est pour ça que ça m'intéresse de vous le redire. Moi, j'ai rien inventé, tout ça, c'est connu depuis des années. Hein. Voilà. Ah, j'ai fatigué juste à la fin. Bon, merci, parce que c'était super intéressant. Mais j'ai 3 petites questions. Une, j'avais lu dans les livres anciens donc, que l'Andorre était le pays d'Europe qui avait le plus de variétés de flore. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que la flore a diminué dû à des conditions peut-être Par rapport au réchauffement climatique? Oui. Alors, moi, je ne suis pas un prévisionniste ou un sorcier de trucs. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la fleur de montagne, parce qu'elle est adaptée à des conditions très, très, très particulières et très fragiles au niveau évolutif. Je prends un autre exemple dans ma jeunesse, ainsi de suite. J'ai travaillé très longtemps sur le grand tétras. Tout le monde a entendu parler du grand tétras, vous savez, ce gros animal, et ainsi de suite. Personne n'en a vu parce que ça devient de plus en plus rare. La même chose, ce sont des espèces très adaptées à certains milieux et qui ont peu de capacité d'évolution. Donc, la montagne, c'est un milieu très fragile. Très fragile. Donc, le réchauffement climatique va avoir une importance. L'anthropisation, je l'ai fait exprès de ne pas trop parler de l'influence des pistes de ski ou des lignes haute tension, ainsi de suite, parce que ça pourrait devenir polémique. Mais tout ça, ça a un impact beaucoup plus important que dans les zones collinaires ou en plaine. Voilà. Plus vous montez, plus c'est difficile. Après, deuxième petite question. Dans le genévrier dont vous avez montré les 2 variétés, est-ce que les baies sont pareilles, oui, alors, peuvent se consommer pareil ou c'est pas... Sur le genévrier, non, les baies sont plus petites quand même. Oui, mais c'est quand même... Mais si vous voulez faire du genièvre, la boisson, il vaut mieux prendre le grand. D'accord? Parce que les baies contiennent plus d'extraits terpéniques qui servent à faire, qui sont utiles pour la boisson. Ça, c'est une propriété de truc. Mais c'est la même espèce. Et pendant des années, on a cru que c'était 2 espèces différentes. Vous voyez? Et troisième, puis je laisse la parole quand même à quelqu'un d'autre. En parlant des champignons, dernièrement, j'ai entendu... Alors moi, toute la vie, on m'avait dit le champignon, il faut le couper avec un couteau. Et dernièrement, donc on m'a dit non, c'est pas du tout ça. Au contraire, il faut l'arracher parce que jamais un champignon ne va repousser dans le même endroit. Et justement, en l'arrachant, on peut semer des spores ailleurs. Je suis pas un mycologue averti parce que c'est un monde que je connais, mais assez superficiellement. La seule chose que je peux vous dire, c'est que le mode de reproduction des saprophytes, des champignons, c'est des spores. Et que donc, si vous coupez le champignon, si vous l'arrachez, ainsi de suite, avant qu'il ait eu le temps de maturer ses spores, il ne peut pas se reproduire. Et la deuxième chose, c'est la même chose chez les fougères. Le cycle de reproduction, en fait, c'est compliqué, c'est un cycle inversé par rapport aux végétaux. Ce cycle de reproduction, il fait que ce qu'on appelle le champignon lui-même ne porte que les spores qui vont se disséminer un truc. Vous l'enlevez, vous coupez le cycle de reproduction. Donc, les gens qu'on voit couper les champignons pour ne pas les ramasser, c'est très fréquent. Vous voyez, on a d'autres trucs. C'est plutôt pour éliminer les espèces qui ne veulent pas. C'est plutôt ça, moi, je pense, non? Mais voilà, mais ça les élimine. Mais je ne suis pas un expert en champignons. Je voulais juste faire une petite précision sur la couleur de certaines fleurs parce que c'est très intéressant. Et notamment, ça avait été vu avec les pétunias. Mais après, vous avez vu qu'il y a les mêmes espèces qui peuvent être blanches ou roses ou jaunes. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que même avec le même génome, donc le même fond génétique, en fait, ce qui va changer, c'est l'expression des gènes qui donnent la couleur. Et ceci, c'est dû à quelque chose qui a été montré il y a à peu près 30 ans, qui est assez récent, et dont vous avez tous entendu parler, c'est l'ARN. On en a beaucoup parlé avec les vaccins. Et en fait, on a montré qu'il y avait des petits ARN inhibiteurs qui viennent bloquer l'expression. Et donc, ça fait partie de ce qu'on appelle également à la fois le contrôle de l'expression des gènes, mais qui fait partie aussi un peu de ce qu'on appelle l'épigénétique. On en parle beaucoup en ce moment. C'est-à-dire qu'avec les mêmes informations génétiques,
on peut avoir plusieurs formes. Et ça, c'est intéressant parce qu'aussi au niveau de l'adaptation, c'est valable pour tout le monde vivant, pour les plantes, mais pour nous aussi. Et donc, ça fait partie de ce qu'on appelle les micro-ARN ou les ARN inhibiteurs. Et ça a été montré sur les plantes. Donc, des choses qui peuvent être intéressantes pour nous, en fait, ont aussi été ont pour origine des études sur les plantes et notamment sur la couleur des plantes. Donc, je trouvais que c'était intéressant aussi de le signaler. Oh, moi, rien. Ben, merci. Molt bé, doncs moltes gràcies al professor Debó i a tot el públic que ens heu acompanyat. Esperem que hagueu gaudit de les imatges i tinguem moltes ganes d'anar a buscar les flors aquestes, de buscar-les, que n'hi ha que tampoc no és fàcil, però ens fa recordar que tenim un país magnífic i doncs som molt afortunats. Moltes gràcies a tots per venir. Thank you.